Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va attendre quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Bon, on va peut-être pouvoir commencer. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire. Donc, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, je vais présenter rapidement l'équipe. Donc, moi, c'est Florine, je suis designer graphique. On a le plaisir de retrouver donc Marie, vous la connaissez sûrement déjà. Donc, c'est notre juriste en droit social et formatrice. Donc, c'est elle qui rédige la newsletter que vous recevez peut-être déjà 2 fois par semaine et lue par plus de 6000 professionnels du métier. Donc, vous allez pouvoir aussi découvrir Anne-Marie, donc experte paye depuis 20 ans et formatrice. Donc, pour les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux, il avait été annoncé Virginie, notre responsable mise en œuvre pour accompagner Marie. Mais pour le coup, on ne peut pas tomber mieux dans le thème. Pour la préparation, elle était absente pour sa fille souffrante. Donc, pas d'inquiétude, elle répondra dans le chat à vos questions. Et elle va en sélectionner quelques-unes pour que Marie et Anne-Marie répondent en direct. Je vais en profiter pour vous présenter qui nous sommes Uniterach. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre métier, c'est la gestion de la paye. Donc, on accompagne des PME dans toute la France sur la gestion de leur paye. Donc, soit en externalisation pour les sociétés qui veulent confier leur paye, ou soit en mise à disposition sur le logiciel de paye Silae. Pour ceux d'entre vous qui gèrent déjà la paye en interne et qui ont juste besoin d'un accompagnement sur le paramétrage et ensuite d'un suivi régulier, bien évidemment. Et on propose donc depuis plus d'un an des webinaires pour vous aider à monter en compétence sur des thématiques paye. Donc, c'est le 6e webinaire. Donc, on propose aussi des webinaires d'actualité. Donc, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Webikeo. Et comme habituellement, ce webinaire, il sera interactif. Donc, on a prévu des sondages, des temps de questions-réponses à plusieurs reprises. Donc, on va d'ailleurs commencer par un petit sondage pour se mettre en jambes. Donc, connaissez-vous Uniterach? Marie vient d'ouvrir le sondage. Donc, il vous suffit simplement de répondre dans l'onglet à droite de votre écran. Et donc, n'hésitez pas à participer tout au long du webinaire, ça sera beaucoup plus interactif. Et je vais maintenant laisser la parole à Marie et Anne-Marie. Avec Virginie, on va bien évidemment rester dans le chat. Tout au long du webinaire, on va également vous envoyer des liens utiles et j'anticipe une question qui revient régulièrement. Vous pouvez dès à présent télécharger le support du webinaire en bas de la vidéo et vous allez recevoir un mail à la suite du webinaire avec le replay et le support. Et dernière chose, n'hésitez pas à noter le webinaire à la fin. C'est très important pour nous. Déjà, d'une part, c'est encourageant, évidemment. Et vos remarques, elles sont très constructives pour toujours améliorer les prochains webinaires. Pardon. Donc, merci beaucoup pour votre temps et je vous laisse la parole, les filles. Merci beaucoup, Florine. Et je te laisserai fermer le chat de ce qu'on voit. Vous êtes en majorité, vous connaissez Uniterach. Dans tous les cas, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc, comme vous le savez, notre thème du jour sont les absences liées à la parentalité. Comme vous l'a dit Florine, coup du sort ou ironie du destin, on ne le saura pas. Virginie, qui devait m'accompagner pour ce webinaire, n'a pas pu se déplacer. Mais du coup, j'ai le plaisir de retrouver Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En plus, il fait beau, donc tout va bien. Donc, je me présente, je suis Anne-Marie, je suis gestionnaire de paye depuis plus de 20 ans. Je sais, ça ne se voit pas. Je suis chez Uniterach depuis, ça fera 3 ans le mois prochain. Et c'est mon premier webinaire, donc soyez sympa. Si je bégaye un peu, on n'en tient pas compte, on fait pas attention. Voilà, mais bon, comme je suis avec Marie, tout va bien se passer.
Alors du coup, aujourd'hui, on va retrouver César et découvrir Eleana et suivre leur histoire. Donc c'est un couple qui traverse toutes les étapes de la parentalité. En fait, chaque étape va nous permettre d'aborder les congés, leur indemnisation et du coup leur impact en paye. Donc pour commencer, on va vous présenter nos deux protagonistes, tu vois, du jour et leur parcours professionnel. Vas-y Anne-Marie. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires chez nous, vous connaissez déjà notre cher César, hein, qui est embauché chez RH Unit en tant que chef de projet depuis le 1er juillet 2022. Il a rencontré Eleana, qui a été embauchée également chez RH Unit, je ne vais pas y arriver, qui est cadre également depuis le 2 octobre 2022. Ils sont tous les deux soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Et on a élaboré un plan pour permettre de balayer tous les événements liés à la parentalité. Forcément, ça ne peut pas arriver. Tous ces événements-là, c'est très, très rare qu'ils arrivent à la même personne. Mais bon, là, on a fait pour que tout le monde, qu'on puisse voir toutes les absences et tous les cas pour être sûr de tout voir. En tout cas, de voir un maximum de choses. Et bon, vous allez voir, on commence par un petit moment pas très sympa et au cours du webinaire, il y en aura un autre. Mais on est obligé de passer par là pour voir les absences. Du coup, on commence tout de suite avec la fausse couche d'Eleana. Donc, Eleana et César, ils vont décider d'avoir un enfant. Et malheureusement, le 11 mars 2025, à 8 semaines d'aménorrhée, Eleana va faire une fausse couche et son médecin va lui prescrire un arrêt de travail. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2024, si vous avez une collaboratrice qui fait face à une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée, elle peut bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie, mais sans application d'un délai de carence. On parle bien du délai de carence de la CPM. Donc, pour cela, le médecin lui prescrit un arrêt de travail via un formulaire spécifique pour que ce délai de carence ne s'applique pas. Vous, en tant qu'employeur, vous allez recevoir un arrêt de travail que vous allez déclarer en DSN comme un arrêt de travail classique. Que se passe-t-il si la fausse couche arrive après la 22e semaine d'aménorrhée? Et bien, dans ces cas-là, on n'est plus sur de l'arrêt de travail classique, puisque une interruption spontanée de grossesse qui intervient après cette 22e semaine, elle est considérée comme un accouchement. Et donc, du coup, votre collaboratrice, elle va pouvoir bénéficier d'un congé maternité complet. Juste rapidement, un rappel, une salariée qui vous déclare sa grossesse, elle bénéficie d'une protection particulière. Et dans le cadre d'une fausse couche, on a une protection particulière si la fausse couche intervient entre la 14e et la 21e semaine. Et dans ces cas-là, vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas rompre le contrat de travail, sauf à justifier d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à cette fausse couche. Et cette protection, elle va jouer pendant les 10 semaines qui suivent l'interruption spontanée de grossesse. Si vous avez une salariée qui est en CDD et qui malheureusement est victime d'une fausse couche, la protection ne va pas jouer, enfin elle va jouer, mais elle ne va pas empêcher le terme du contrat de travail. Ce n'est pas parce qu'elle bénéficie de cette protection qu'on va repousser le terme du CDD. Si elle doit arrêter le 30 avril, elle arrêtera le 30 avril. Voilà, exactement. Alors, comment tout ça va se traduire en paye ? Anne-Marie. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous allez recevoir un arrêt de travail. Donc, cet arrêt de travail, vous ne savez pas quel est le motif de l'absence. Vous ne savez jamais de toute façon. Secret médical oblige. Donc, la salariée, elle peut vous dire ou non le motif de son absence. Donc, si elle ne vous dit pas le motif, vous allez faire un arrêt de travail classique. Donc, vous allez faire la déclaration en DSN, bien sûr. Et vous allez voir si elle bénéficie ou pas du maintien de salaire. Si elle a un maintien de salaire, donc vous allez déduire les IJSS en appliquant la carence de 3 jours. Par contre, si elle vous dit quel est le motif de son arrêt, que c'est pour une interruption de grossesse, vous allez pouvoir faire le maintien de salaire sans appliquer la carence des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, pour que ça soit un peu plus clair pour vous, on vous met à l'écran les deux CERFA. Donc, comme vous voyez, le premier et le deuxième volet que la CPM reçoit, on voit bien qu'en haut, c'est bien indiqué avis d'arrêt de travail initial sans carence.
Donc, c'est grâce à ça que la sécurité sociale va pouvoir indemniser dès le premier jour d'arrêt de travail. Par contre, pour vous, le volet 3 de l'employeur, c'est bien marqué avis d'arrêt de travail classique. Donc, vous ne le savez pas. Sauf, bien sûr, si vous faites subrogation, là, vous allez pouvoir deviner qu'il n'y a pas eu de carence. En fait, vous allez le savoir une fois que vous allez percevoir, vous, les IJSS de la part de la sécurité sociale. Voilà. Avant ça, sauf si la salariée informe l'employeur, vous ne le savez pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer le bulletin de salaire d'Eleana. Donc, on est sympa. On ne vous demande pas de faire le calcul. Donc, pas besoin de prendre vos calculettes. On a fait le calcul pour vous. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Eleana, elle a un salaire de base de 2200 € brut. Elle a un arrêt de travail sans carence de 5 jours du 11 au 15 mars, prescrit par son médecin. Donc, d'abord, tout ce qu'on va faire, c'est calculer l'absence. Donc, comme vous savez très bien, avec les nombreux webinaires que vous a animé Marie, c'est que la seule méthode incontestable pour le calcul de l'absence, c'est l'absence au réel. Donc, nous, ici, nous sommes au mois de mars 2025. Il y a 21 jours ouvrés de 7 heures, donc ça fait 147 heures. 2200 € divisé par 147 heures fois 28 heures d'absence du 11 au 15, ça nous fait une absence de 419,05 €. Donc, on va bien déduire les 419,05 € comme vous voyez sur le bulletin. Ensuite, on va voir s'il y a maintien de salaire ou pas. Donc, Eleana est arrivée au mois d'octobre 2022. Donc, elle a plus d'1 an d'ancienneté et la convention collective de bureau d'études techniques Syntec prévoit un maintien de salaire à compter d'1 an d'ancienneté pour les cadres pendant 90 jours à partir du premier jour d'arrêt. Donc là, il n'y a pas de carence. Donc là, pour le coup, la différence de maintien va jouer sur les IJSS si elle a informé ou pas son employeur. Donc là, pour le maintien de salaire, c'est très compliqué. Ça va être exactement le même montant que l'absence. Donc, 419,05 €. Donc là, pour le coup, c'est facile. Il faut bien faire la distinction entre la carence du maintien de salaire prévu par la Convention et la carence de la CPAM. Donc là, le plus compliqué dans le code ici, c'est de déduire les IJSS. Si elle a informé son employeur, on va déduire 5 jours d'indemnité journalière. Si elle n'a pas prévenu son employeur ou s'il n'y a pas subrogation, on va déduire que 2 jours. Parce qu'il y a 5 jours d'arrêt et 3 jours de carence. Donc, il ne reste plus que 2 jours. Pour l'instant, les calculs, ça va, c'est assez simple. 5 moins 2, 3. Voilà. Donc, on vous montre ici à l'écran. Alors, d'abord, si Eleana n'a pas prévenu son employeur, qu'elle a gardé le secret. Donc, on a estimé que son indemnité journalière de sécurité sociale était de 36,16 €. Donc, en fait, on a fait le calcul, mais on est sympa, on ne vous l'a pas mis. On ne va pas non plus surcharger tout de suite. Surcharger, tout à fait. Donc, du coup, on déduit bien 2 jours d'indemnité journalière. Donc, 36,16 fois 2, ça fait bien 72,32 €. Et bien sûr, il y a l'ajustement du net parce qu'on ne peut pas gagner plus en étant en arrêt de travail que si on avait travaillé. Donc, le bulletin de paie, vous voyez bien 2200 € de salaire de base, moins 419,05 € d'absence au réel, je rappelle. Le montant du maintien de salaire est de 100%, 419,05 € et les IJSS. La différence avec si Eleana a prévenu son employeur ou si il y a subrogation, c'est exactement la même chose, sauf le calcul des IJSS, qu'au lieu de faire x2, on va faire x5. Donc, ça fera 180,80 €. Voilà. Donc, là, effectivement, le coût pour l'employeur, il est moindre. Et la salariée, dans tous les cas, elle touche toujours la même chose. C'est juste du coup au niveau du maintien employeur qu'il y aura une différence si la salariée vous informe ou pas. Tout à fait. Parce que comme toujours, on déduit les IJSS parce que la salariée ne peut pas bénéficier et du maintien de salaire de l'employeur et des indemnités journalières. Ça, c'est pas possible.
Du coup, on va vous poser une première question qui est très très dure. Je vais demander à Florine d'ouvrir le sondage. Alors, la question, une salariée qui a fait une fausse couche à 20 semaines d'aménorrhée a-t-elle droit à un congé maternité? Je vais l'ouvrir aussi de notre côté pour qu'on puisse voir vos réponses. Alors, il y a 2 choix possibles, oui ou non. Alors, n'hésitez pas à vraiment bien répondre dans le sondage pour qu'on puisse voir vos réponses. Parce que j'avoue que pour l'instant, nous, notre volet chat n'est pas encore ouvert. Donc voilà, ça bouge un petit peu, mais ça reste à peu près dans la même fourchette. Hein. Donc, vous êtes environ à 30% à dire oui et à 70% à dire non. Alors, quelle est la bonne réponse? Et la bonne réponse, c'est eh bien non. Parce que comme on vous l'a dit juste avant, il fallait attendre la 22e semaine d'aménorrhée pour pouvoir bénéficier d'un congé maternité. Avant ça, on est sur un arrêt de travail classique, entre guillemets, puisque du coup, on n'aura pas de carence. On continue notre histoire et notre histoire va nous amener sur le parcours PMA. Donc du coup, après la fausse couche, Eleana et César vont décider d'avoir recours à la procréation médicalement assistée en juin 2025. Et là, il faut savoir que le Code du travail intervient aussi pour ces absences, puisqu'il permet à une salariée inscrite dans ce parcours de bénéficier d'autorisations d'absence. Ces autorisations d'absence, elles vont permettre du coup à votre salarié de se rendre à ces rendez-vous médicaux qui sont peut-être beaucoup plus nécessaires que dans un parcours classique. Aucune condition d'ancienneté n'est requise. Et ici, comme pour la maternité, le conjoint salarié de la femme a également droit à des autorisations d'absence. C'est juste qu'on aura droit pour le conjoint, le partenaire, le futur parent, l'autre parent, à des absences limitées à 3 rendez-vous médicaux obligatoires ou actes médicaux rendus nécessaires par le parcours. Dans tous les cas, les autorisations d'absence n'entraînent aucune diminution du salaire et donc vous devez maintenir la rémunération de votre collaborateur, de vos collaborateurs en général dans les deux cas. Les absences maintenues sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et pour le droit à congé payé. Et dans tous les cas, toute salariée inscrite dans un tel parcours va bénéficier de la protection contre les discriminations qui est accordée aux femmes enceintes. Donc faites bien attention. Alors, comment ça va se passer nous en paye? Le Code du travail précise que ces absences n'entraînent aucune réduction de salaire, comme vient de le dire de Marie. Donc, en fait, sur le bulletin de paye de votre salarié ou de votre salarié, hein, parce que ce n'est pas forcément la maman, le futur papa ou autre conjoint peut bénéficier de cette absence. Pour être sûr que ces absences soient bien prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif, des droits à congés payés, de l'ancienneté, je vous conseille de mettre une absence pour événement familial. Comme ça, vous êtes sûr de respecter tout ce qu'il faut. Donc, en fait, là, la paye est exactement la même pour Eleana que pour César. On va mettre pour tous les deux une absence pour événement familial le 24 juin. Donc, vous voyez d'abord la paye de Eleana et ensuite, vous voyez la paye de César. Donc, on marque bien l'absence avec le jour et on met bien 7 heures. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune déduction de fait. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, les deux parents peuvent s'absenter sans problème, sans perte de salaire. Petite question maintenant, à vous de travailler. César tient à assister au rendez-vous médical de sa femme dans le cas de la PMA. Il s'absente donc à 5 reprises au cours du parcours. Est-ce que toutes ces absences sont-elles maintenues? A, oui. B, non. On vous laisse 30 secondes. Ouais. Alors, en tout cas, merci de jouer le jeu parce que je vois qu'on a beaucoup de réponses. C'est super chouette. Ouais, ça fait plaisir. C'est super. Ah, c'est marrant. C'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Vous êtes toujours vers 30-70. Hein,
Est-ce que c'est marrant, c'est exactement pareil. Ça fait encore 30 et 70. C'est fait exprès. Alors, on va attendre. Je vois qu'il y a encore des réponses qui arrivent et je ne veux pas vous couper dans votre élan. Ah, là, ça a l'air d'être stabilisé. Donc, à 33%, vous dites oui. Et du coup, 67%, vous dites non. Et la bonne réponse est non. Non, effectivement, parce que c'est limité à 3 et non à 5. Donc, voilà. César, c'est très bien. C'est un super futur papa. Il va à tous les rendez-vous, mais il a le droit qu'à 3. Donc, après, il pose soit un RTT, un congé ou une absence. Voilà. On continue notre histoire avec l'annonce de la grossesse. Et donc, grâce à ce parcours, Eleana, elle tombe enceinte. Super. Et pour les besoins de l'histoire, elle va tomber enceinte en mai 2025. Donc voilà, on a triché un peu sur les dates, mais c'était pour vous donner le maximum de capture d'écran et que nous, on puisse illustrer nos propos. Donc, ne faites pas attention à l'incohérence dans la chronologie. Ni vu ni connu. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on n'a aucun texte dans le Code du travail qui prévoit l'obligation pour la salariée d'informer son employeur de son état de grossesse. Au contraire, voilà, c'est un droit de garder ça pour elle au tout début. Mais dans tous les cas, si elle veut bénéficier des avantages, qu'ils soient légaux ou conventionnels, il va falloir qu'elle informe son employeur. Au bout d'un moment, ça se voit. Hein. Donc, parfois, ça se voit très vite, oui. Dans tous les cas, comment va se passer cette information ? Eh ben, très souvent, votre salariée, elle va vous remettre un certificat médical qui atteste de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement. Soit elle va vous le remettre par lettre commandée avec accusé de réception, mais très, 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 très souvent, c'est une remise en main propre, puisque du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, oui. Voilà. Cette information, elle va déclencher du coup toute une série de protections particulières. Et la toute première, ce sera la protection relative à la santé, puisque du coup, la salariée enceinte va avoir le droit de s'absenter pour se rendre à des rendez-vous médicaux liés à sa grossesse. Et comme pour la PMA, on a des autorisations d'absence pour surveiller la grossesse qui sont accordées à la salariée enceinte. Ces autorisations d'absence, elles sont listées par le Code de la santé publique et en fait, on les compte, si on les compte, il y en a 7. À savoir que le tout premier examen obligatoire, il doit avoir lieu avant la fin du premier trimestre. Et ensuite, vous avez une visite par mois. Dans tous les cas, la salariée qui a un partenaire, qui a un conjoint et qui vit cette grossesse accompagnée de l'autre parent va pouvoir... c'est l'autre parent qui va pouvoir bénéficier des autorisations d'absence. Mais là où la salariée enceinte a droit à 7 visites, l'autre parent n'a le droit, encore une fois, qu'à 3 examens obligatoires. Donc 3 autorisations d'absence. Donc là, c'est facile à retenir, c'est 3 et 3. Impeccable. PMA, 3. Grossesse, 3. Il n'y a pas de discrimination. Voilà. Donc, du coup, comment ça va se passer en paye ? Donc, en fait, l'idéal, c'est que la salariée, elle vous fournisse son calendrier de grossesse. Oui. Au moins, vous avez toutes les informations qui sont dessus, le nombre d'enfants qu'elle a déjà, la date de son congé maternité, la date présumée d'accouchement. Hop, vous avez tout. Ensuite, donc c'est comme l'a dit Marie, ces absences n'entraînent aucune réduction de rémunération. De rémunération, bien sûr. Tu suis, hein, Seigneur. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et à l'ancienneté comme toujours. Donc en fait, très souvent, ces absences n'apparaissent pas sur les bulletins de paie. Oui, c'est des absences d'1 heure ou 2. Oui, c'est 1 heure. On va pas chipoter. Hein. En plus, c'est du droit commun. Hein, donc, bon. Donc, souvent, c'est pas indiqué ou alors juste un petit commentaire. Voilà. Donc, forcément, comme c'est du légal, hein, il est interdit à l'employeur de demander à la salariée de récupérer les heures passées en dehors de l'entreprise pour faire ses examens ou de lui demander de poser un congé. Il faut être sympa en tant qu'employeur. Hein. Du coup, la deuxième protection dont va bénéficier votre salarié, c'est celle liée à ses conditions de travail. Puisque, on le sait, une salariée enceinte, elle ne peut pas être employée sur des postes qui vont présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité. Et donc, du coup, elle va pouvoir bénéficier d'une mutation temporaire.
cette notion de mutation temporaire, elle existe également si l'état de santé de votre salarié l'exige. Et donc, c'est le médecin traitant, voire le médecin du travail, qui va prescrire cette mutation. Si vous ne pouvez pas reclasser votre salarié, ça arrive. Voilà, surtout dans les structures. Voilà. Vous devez indiquer les motifs de l'impossibilité de reclassement et informer le médecin du travail. En paye, comment ça va se traduire? Alors, en fait, le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date de son début de congé maternité. Dans cette hypothèse, la salariée enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération qui est versée par la sécurité sociale. Ça correspond aux indemnités journalières de sécurité sociale pour un arrêt maladie classique. Donc, forcément, l'employeur peut verser un complément si sa convention collective le prévoit ou si la salariée a plus d'1 an d'ancienneté. Le médecin du travail peut également prescrire une mutation temporaire lorsque la salariée enceinte occupe un poste de nuit, parce que forcément, être enceinte et travailler la nuit, ça peut être un peu compliqué. Oui. Et bien sûr, comme pour toutes les mutations vues aujourd'hui, la salariée peut être à l'initiative de la demande, tout comme l'employeur. Vous pouvez de vous-même dire à votre salarié, compte tenu de ton état de grossesse, on va te mettre sur un poste présentant moins de risques pour toi. Voilà, tout à fait. Une autre protection, c'est peut-être celle que vous connaissez le plus, c'est celle relative à la rupture du contrat de travail. Et dans ces cas-là, on va distinguer 2 protections en fonction du moment. La première protection, c'est la protection qui est dite relative et elle est accordée à la salariée jusqu'à son départ en congé maternité. Dans ces cas-là, la rupture du contrat de travail, elle sera possible que dans des cas très limités et faites bien attention puisque si vous prononcez un licenciement en dehors de ces cas, vous êtes passible de sanctions civiles et pénales. Quels sont ces cas? C'est classiquement la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement en fonction du moment où on se trouve. La deuxième protection, c'est celle qui est dite absolue et là, elle s'applique pendant le congé maternité de la salariée et également, on le verra un petit peu après, juste après, je crois, lorsque la salariée bénéficie d'un arrêt de travail lié à un état pathologique de grossesse. Faites bien attention, quand on dit que c'est une protection absolue, oui. Il est impossible pour vous de licencier la salariée et ça, quel que soit le motif. Encore une fois, on a eu des jurisprudences de la Cour de cassation récemment sur des cas où on avait une convocation à entretien préalable qui était envoyée pendant le congé maternité et qui prévoyait un entretien en dehors de la protection absolue. La Cour de cassation dit non, ce n'est pas possible puisque en envoyant ce courrier de convocation, vous démarrez la procédure de licenciement. Et dans ces cas-là, le risque, c'est la requalification en licenciement nul. Donc, faites bien attention à ça. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'il y a une interdiction d'emploi pour les femmes enceintes ou venant d'accoucher. On a une interdiction d'emploi d'une période de 8 semaines avec au moins 6 semaines après l'accouchement. Oui. Il n'y a que de rares cas où on reprend le travail 2 semaines après avoir accouché. Oui, on ne parle pas d'une certaine femme politique. Voilà. On n'en aura pas, mais je pense que vous avez compris. Voilà. Donc, bien faire attention à ça. Et enfin, la dernière des protections dont on peut vous parler aujourd'hui, c'est celle contre les discriminations, puisque vous le savez, le Code du travail interdit toute discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée. Et dans tous les cas, on vous invite, comme l'a dit Anne-Marie, à consulter votre convention collective, puisque là, on vous a exposé les avantages et protections du Code du travail, mais vous avez des conventions qui prévoient d'autres avantages supplémentaires. Et justement, on rebondit là-dessus. C'est le cas de Hélène. La convention collective des bureaux d'études techniques, elle est quand même très sympa pour les femmes enceintes. Oui. Franchement, il faut dire ce qui est. Parce qu'à partir du 3e mois, la maman, elle peut bénéficier d'une réduction d'horaire de 20 minutes par jour. Donc, par jour, c'est pas par semaine. Oui. Et à partir du 5e mois, c'est une demi-heure. Donc, soit elle vient un peu plus tard, ou soit elle part un peu plus tôt. Donc, c'est quand même assez sympa. Et en plus, la convention prévoit également qu'on puisse mettre en place un aménagement particulier, comme un télétravail individuel pour la salariée
notamment pour lui permettre la fatigue liée au trajet. Oui, d'éviter toute forme de fatigue voilà, liée au trajet. Travail, domicile. Donc, en fait, les entreprises examineront avec attention, bien sûr, ces demandes, parce qu'en cas de refus, forcément, il faut donner des raisons objectives. Oui. Donc, on vous a mis à l'écran un extrait de la convention qui vous explique ce que je viens de vous dire, Voilà. en fait. Et dans tous les cas, voilà, là, on est sur le cas de la convention collective des bureaux d'études techniques, mais on sait que d'autres conventions collectives prévoient d'autres avantages. Donc, n'hésitez vraiment pas à consulter votre accord, parce que même au niveau de l'entreprise, vous pouvez également décider de mettre en place d'autres avantages. On va passer du coup au petit QCM, au petit sondage, et après ça, on fera une pause pour répondre à des petites questions. Voilà. Donc, une salariée peut-elle être licenciée lorsqu'elle est enceinte de 5 mois? Oui, sans restriction. Non, sauf faute grave ou impossibilité de maintien du poste. À vous de jouer. On vous regarde. Ouais. Ah, là, c'est plus franc, hein, les réponses. Ouais. Donc, on est à 5 mois de grossesse. Un petit indice, il faut savoir si on est placé en congé maternité ou pas. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bon, bah là, ça a l'air Voilà. d'être franc. Donc, Ouais. on va arrêter. Bah, alors, 2%, vous dites oui, sans restriction. Et 98% ont la bonne réponse. Bravo. Non, sauf faute grave ou impossibilité de maintien du poste. Effectivement, la salariée n'est pas encore en congé maternité. Alors, il y a une première question de Hélène. La protection n'est pas automatique de droit. En fait, si. En fait, alors je ne sais pas à quel moment est intervenue cette question, mais en fait, si vous posez cette question au moment où on parle de l'information de l'employeur, en fait, on ne peut pas reprocher quelque chose à un employeur qui n'a pas fait bénéficier sa salariée de la protection s'il n'était pas au courant. Après, il faudra voir comment ça se passe dans les faits, mais voilà, si la salariée ne prévient pas son employeur et qu'il y a une décision qui est prise à ce moment-là, elle peut toujours, de toute façon, le prévenir après. Mais à partir du moment où elle a prévenu, elle est protégée. Ah oui, ça c'est sûr. Comment gérer le cas... Alors, une question de Marina. Comment gérer le cas d'une salariée qui s'absente la journée complète pour un examen réalisé tôt le matin et proche du lieu de travail? Le temps de trajet ne justifie pas une absence sur la journée ni la durée du rendez-vous. Anne-Marie, est-ce que tu as une idée? C'est un cas assez particulier du coup. Parce que... Là, c'est pour une visite médicale. Elle travaille encore et voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Une salariée qui s'absente une journée complète pour réaliser un examen tôt le matin et proche du lieu de travail. Le temps de trajet ne justifie pas une absence sur la journée ni la durée du rendez-vous. Normalement, elle a le droit de s'absenter pendant le temps de l'examen. Voilà. Effectivement, prendre une journée. Ouais, là, c'est un cas très particulier. Ouais. Pour moi, effectivement, c'est soit elle peut prendre à la limite, on va considérer que la demi-journée le matin, elle prend 16 heures pour aller à son rendez-vous, et si elle veut pas venir travailler l'après-midi, elle pose un congé ou un RTT. Je pense que ça serait plus simple. Une question de Christine. Pendant la suspension de son contrat, l'employeur ne lui délivre plus de bulletin de paye. Alors, si on parle de la garantie de rémunération, dans tous les cas, il faut fournir un bulletin de paye tous les mois. C'est ça. À partir du moment où elle est en congé maternité, congé maladie, suspension du contrat de travail pour impossibilité de maintien au poste, elle a forcément un bulletin de salaire. Surtout que maintenant, avec les mutuelles qui sont sur les bulletins de paie, forcément, les cotisations continuent à être prélevées dans la plupart des cas. De manière générale, vous arrêtez de faire un bulletin de paye le jour où le salarié est sorti de l'entreprise. S'il est toujours dans vos effectifs, même s'il n'est pas présent, il faut lui faire un bulletin de paye, même s'il est à 0. Tout à fait. Alors, on vous propose de continuer avec le congé pathologique prénatal.
On en a parlé un tout petit peu juste avant. On Oui. va revenir plus en détail sur ce congé pathologique prénatal. Dans le contexte, les premiers mois de la grossesse d'Eleana se passent plutôt bien. Seulement, vers le 7e mois, elle souffre de complications et son médecin lui prescrit un congé pathologique prénatal. Faites bien attention, le congé n'est pas systématique. On entend souvent dire moi, mon congé mat, il démarre le 11, mais bon, avec mon congé patho, j'ai droit à 15 jours avant. Voilà, il faut savoir que le congé pathologique n'est pas automatique et que la grossesse doit présenter des complications. C'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique, voilà. Et du coup, ce congé pathologique, il doit être prescrit par le médecin de votre collaboratrice. Sa durée, elle va varier en fonction du moment où il est prescrit, puisque, on vous l'avait déjà dit avant, on peut avoir un congé pathologique prénatal, et dans ces cas-là, il est limité à 2 semaines maximum avant le début du congé maternité. Et dans ces cas-là, il y a eu une petite évolution là-dessus, c'est ça, Anne-Marie? Aujourd'hui, le congé pathologique prénatal, il n'est pas forcément accolé au congé maternité. Au congé maternité. Avant, c'était forcément les 2 semaines précédant le congé maternité. Maintenant, on peut prendre, déjà, il peut être scindé en fonction de l'état de la future maman. Et il peut être pris, par exemple, 1 semaine à 4 mois de grossesse et 1 semaine à 5 mois de grossesse. Donc là, dans tous les cas, c'est en fonction de ce que le médecin va cocher sur l'avis d'arrêt de travail. Il faut bien regarder si c'est marqué en lien avec un état pathologique de grossesse. C'est bien spécifié sur le… C'est bien spécifié. Par exemple, si vous avez un arrêt d'1 mois et que c'est coché ça, vous allez décompter que 14 jours en pathologie, le congé patho, comme on dit, 14 jours, et le reste, ce sera de l'arrêt maladie classique. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir faire 2 attestations de salaire via la DSN, une pour congé maternité pour les 2 premières semaines et ensuite une autre pour congé maladie. Oui, parce que du coup, à partir du moment où la durée dépasse les 14 jours calendaires, on rebascule sur un arrêt de travail classique. Sans carence. Sans carence. Très bien. Le deuxième congé pathologique, c'est celui post-natal. Lui, il est limité à 4 semaines après le congé maternité. Tout à fait. Donc, comment ça va se présenter en paye? Comme on vient de le dire, c'est 14 jours calendaires. Donc, on compte bien tous les jours du lundi au dimanche, même les jours fériés, parce que là, on y arrive. Avec les beaux jours, c'est sympa. Doucement, mais sûrement, oui. Voilà, tout à fait. Donc, en plus, justement, notre chère amie Eleana, elle va être en congé pathologique du 1er au 14 mai. Donc, forcément, il y a le 1er mai, 8 mai. On les compte bien tous les jours. Du 1er au 14, on compte bien les 14 jours. Ils seront payés forcément par la Sécu. Oui. Donc, on va faire le petit calcul en premier des indemnités journalières de maternité parce que ce n'est pas le même calcul que pour la maladie. Parce que là, la différence avec la maladie, c'est qu'on va prendre les indemnités, le brut moins 21% de charge. On va prendre le net. Donc, la sécurité sociale a estimé que les charges salariales, ils étaient environ de 21% pour tout le monde. Donc, ils ont pris ce barème-là. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc, on va prendre du coup 79% du salaire de notre chère Eleana, de 2200 € brut. On a de la chance, elle a le même salaire tous les mois, les 3 mois précédant son arrêt. Donc forcément, là, on n'est pas concerné, mais c'est toujours limité au plafond mensuel de sécurité sociale. On ne peut pas dépasser. Quelqu'un qui a un salaire de 5 000 €, forcément, on va rester sur le plafond de sécurité sociale. Faites bien attention d'ailleurs depuis 1 semaine. Oui, depuis le 1er avril, pour les arrêts maladie, c'est plus la limite, c'était 1,8 SMIC et maintenant c'est 1,4 SMIC à partir des arrêts prescrits à partir du 1er avril. Donc du coup, vous avez des collaborateurs qui ont des salaires importants, ouais. Qui voient leur montant de DJSS diminuer et vous avez forcément votre maintien employeur qui est augmenté. C'est toujours
toujours les employeurs qui, du coup, Qui supportent qui payent la différence, voilà. en fait. Et puis, le salarié qui ne bénéficie pas de maintien de salaire, forcément, il va être perdant. Voilà, lui, il sera perdant. Il sera perdant. Il y aura beaucoup plus de salariés perdants, du coup. Donc, on revient à notre petit maintien de salaire. Donc, 2200 € x 0,79, 1738, qu'on multiplie par 3, qu'on divise toujours par 91,25. On obtient un montant journalier de 57,14 €. Donc, fois combien de jours? 14 jours calendaires. 14 jours calendaires, impeccable. Donc, ça nous fait 799,96 € brut, malgré que c'est en calcul en net, c'est toujours nos IJSS bruts. Donc, en fait, on calcule à partir de la rémunération nette et on les passe quand même en brut. Tout à fait. Voilà. C'est très simple. Donc, notre convention collective bureau d'études techniques est toujours très sympa. Elle prévoit un maintien de salaire à 100% pour le congé maternité à partir d'un an d'ancienneté. Donc, bien sûr, dans ces cas-là, la maternité et la patho, il n'y a pas de carence. Donc, on vous présente le petit bulletin d'Eleana. Donc, toujours son salaire de 2200 € brut, moins l'absence prénatale du 1er au 14 mai, ça fait 1000 € tout rond. Et le maintien, 100%, ça va être 1000 € tout rond. 1000 € tout rond. Très compliqué. Je fais pas de paye, mais ça, j'ai compris. Ah, nickel. Et donc, nos IJSS bruts, toujours, donc qu'on vient de calculer, 799,96 €. Comme toujours, on a notre ajustement en net parce qu'elle ne peut pas gagner plus en étant en arrêt qu'en travaillant. Donc voilà, ça nous fait un salaire brut de 2254,42 €. Parce que donc, nous, en fait, on ne fait pas la subro, c'est ça? La subro, ça se joue dans le net. Dans le net. Donc, on ne le voit pas dans le brut. Comme on vous a mis que le brut, vous ne savez pas si on fait la subro ou pas. C'est surprise. On garde un peu de mystère. C'est bien. Du coup, on va ouvrir un sondage et vous demander si le congé pathologique prénatal est-il toujours accordé? Oui, c'est systématiquement, non seulement si prescrit par un médecin. À vous de jouer. Donc là, on essaye de voir si on ne vous a pas perdu suite au calcul d'Anne-Marie. Oui. Mes nombreux calculs, j'espère qu'ils ont été assez clairs parce que je suis un peu partie dans tous les sens. Et ben là, franchement, c'est soit il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. Non, on voit le nombre de gens qui répondent. Ouais. Et là, franchement, vous êtes sûr de vous. Il n'y a pas de problème. Impeccable. Bon, bah là, je pense qu'on peut donner la réponse. Ouais. Alors, vous êtes à 2% à dire oui systématiquement et 98% à donner la bonne réponse. Non seulement si prescrit par un médecin, comme vous l'a dit tout à l'heure, Marie. On a des petites questions? On fait des petites questions? Alors, je vois qu'il y a une question sur le congé pathologique prénatal. Notre éditeur de paye, alors donc c'est, j'espère que j'écorche pas le nom, c'est Généra. Bonjour, notre éditeur de paye nous a informé que désormais le congé pathologique prénatal est considéré par la sécurité sociale comme de la maternité en termes d'IJSS, confirmez-vous? Oui, du coup. Oui, mais c'est pas nouveau, ça a toujours été. Donc, voilà. Désormais, je suis un peu sceptique parce que ça a toujours été. D'accord. Donc voilà, donc maintenant après le congé pathologique, on enchaîne sur le congé maternité. Voilà, tout le monde suit, on ne vous a pas perdu, ça va. Donc voilà, le congé maternité, donc c'est un droit pour toute salariée en état de grossesse médicalement constatée. On n'aura pas de conditions d'ancienneté requises pour en bénéficier. Peu importe que votre salariée elle soit là depuis 3 mois ou 10 ans, à un moment il faut qu'elle parte en congé maternité. On a un congé maternité qui se décompose en 2 périodes, une période prénatale et une seconde post-natale. La durée du congé, légalement, elle va varier en fonction de la situation de la mère et ou de la grossesse. On vous remet le petit tableau sur les durées. Donc, pour un premier et un deuxième enfant, le congé maternité, il est égal à 16 semaines, avec 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après. On ne va pas refaire les textes, mais bon, je
pense qu'on aurait pu, à partir du deuxième, C'est ça. passer sur la deuxième ligne, Ouais. puisque du coup, une fois que c'est votre troisième enfant, vous pouvez bénéficier d'une durée de congé un peu plus longue, puisqu'on passe de 8 semaines prénatales et à 18 semaines post-natales, pour un total de 26 semaines. Peu importe l'ordre de naissance, par contre, si vous avez des jumeaux ou plus, Bon vous courage. pourrez avoir des congés maternité beaucoup plus longs, puisque le Code du travail prévoit un congé maternité en cas de grossesse gémellaire à 34 semaines et pour des grossesses beaucoup plus multiples à 46 semaines. Par contre, qu'il y en ait 3 ou 4, ce sera 46 semaines. On va pas majorer à chaque fois. Là, ce sont les durées légales. Vérifiez bien votre convention collective puisqu'elle peut prévoir des durées de congé maternité plus longues. Et du coup, bien faire attention à ça. Vous avez aussi des règles de maintien qui peuvent être prévues par votre convention collective. Donc, pensez vraiment à bien consulter votre accord. Ces durées, elles ne sont pas fixes puisqu'il y a des aménagements qui sont possibles, comme par exemple reporter une semaine du congé prénatal vers un congé postnatal. C'est-à-dire que votre salarié, elle va venir vous dire, au lieu de partir avant 6 semaines, je vais partir 5 semaines avant. Et donc, du coup, la semaine est reportée sur le congé postnatal. Et donc, dans ce cas-là, elle n'aura pas 10 semaines de congé postnatal, mais 11 semaines. Dans tous les cas, il faut que votre salarié, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle doit forcément prendre au minimum 8 semaines. Sinon, elle n'est pas payée. Ouais, ce qui correspond à notre interdiction d'emploi dans tous les cas. Tout à fait. Et donc 6 semaines après la naissance. Voilà. Donc, on va reprendre notre Eleana. Donc, le grand jour approche. Donc là, elle prend son congé maternité à la suite de son congé pathologique. Hein. Donc, pas de mystère, il commence à partir du 15 mai et il se terminera le 4 septembre. Donc, forcément, comme on a vu tout à l'heure dans la convention collective qui est toujours très favorable, le maintien de salaire pour un congé maternité est de 100%. Il faut savoir que le droit du travail ne prévoit pas de maintien de salaire en congé maternité. Mais là, la convention prévoit un maintien à 100%, donc c'est toujours sans carence, hein, aussi bien pour la sécurité sociale que pour l'employeur. Et le calcul des IGSS, c'est le même que précédemment. Hein, avec la fameuse rémunération nette. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je suis. Hein. Ah ouais, incroyable. Après, elle va faire les paies, Marie. Non. Alors, faites bien attention parce que vous pouvez avoir des rédactions particulières dans votre convention collective et la Cour de cassation s'est penchée sur ces rédactions en nous disant que si la convention collective prévoit un maintien intégral de la rémunération mensuelle, la collaboratrice qui est en congé maternité, elle va devoir continuer de percevoir la partie fixe et la partie variable de sa rémunération. Donc, faites bien attention à ça. Enfin, pour finir sur le congé maternité, on va voir les conséquences sur le contrat de travail d'Eleana. Donc, son contrat de travail est suspendu. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Elle ne doit faire aucune prestation pour son employeur. Là aussi, faites bien attention parce qu'on a eu un arrêt de Cour de cassation l'année dernière où une salariée avait réussi à prouver qu'elle avait travaillé pendant son congé de maternité et la Cour de cassation est venue dire qu'il y avait réparation d'un préjudice automatique. Donc, du coup, elle a eu le droit à des dommages-intérêts en plus de la rémunération. Mais elle n'a pas eu à prouver un préjudice particulier. C'est-à-dire que la salariée qui vient dire moi j'ai travaillé pendant mon congé maternité, elle va avoir droit à des dommages-intérêts sans qu'il y ait la preuve d'un préjudice. Tout à fait. Ensuite, donc comme son contrat de travail est suspendu, elle ne bénéficie pas de RTT, sauf si la convention collective prévoit autre chose. Bien sûr, il faut toujours vérifier votre convention collective. Ça, je pense qu'on vous le dit, on vous le répète, mais voilà. Au moins, comme ça va être un automatisme. Voilà. Convention collective, voilà. Ensuite, forcément, elle a toujours le droit à ses congés payés et elle ne perd pas son ancienneté. Donc là, je vous ai mis le bulletin de salaire d'Eleana sur le mois de juin.
Donc là où elle est absente tout le mois, donc c'est très facile. Salaire de base, c'est toujours 2200 €, moins 2200 €. Maintien de salaire 100%, Marie, 2200 € du coup. 2200 €. Et les IJSS, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc 57,14 € brut, fois au mois de juin, il y a combien de jours? 30 jours. 30 jours fois 30, 1714,20 €. Et il y a toujours l'ajustement en net pour pas qu'elle gagne plus en étant en congé maternité que si elle avait travaillé. Voilà. Et je rebondis du coup sur les congés payés. N'oubliez pas que la salariée qui est en congé maternité bénéficie automatiquement du report de ses congés payés qu'elle n'a pas pu prendre en raison de son congé maternité. Faites bien attention parce qu'on le sait, le Code du travail ne prévoit pas de report des congés payés non pris d'une période de référence à une autre, mais il y a des cas particuliers de report et légalement, elle a le droit à son report de congés payés acquis avant son départ. Tout à fait. Donc maintenant, on enchaîne avec le congé de naissance et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Alors, du coup, on a beaucoup parlé d'Eleana. Maintenant, on va parler de César. On va parler de César un peu. Parce que César, c'est l'autre parent. Et l'autre parent, il a également des droits et obligations concernant l'arrivée de son enfant. Et la toute première, c'est qu'il doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement. Et pour ça, il faut bien faire attention. Il a un délai pour le faire puisqu'il doit le faire au moins 1 mois avant la dite date. Il doit également informer son employeur des dates de prise et de durée de ces périodes de congé s'il décide de fractionner. C'est la nouveauté avec, on l'appelle toujours nouveau congé paternité, mais bon, maintenant, ça fait un moment qu'il existe. Le papa peut décider de fractionner son congé paternité, l'autre parent également. Faites bien attention, on le voit, nous, au quotidien, il y a 2 congés qui sont souvent assimilés l'un à l'autre alors qu'ils sont complètement différents. Ce sont les congés de naissance et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Vous avez tout d'abord le congé de naissance qui fait suite à la naissance de l'enfant et c'est le Code du travail qui vient accorder 3 jours ouvrables à tout salarié en dehors de la mère, puisque la mère, elle aura le congé de maternité. Et le papa est obligé de le prendre. Il n'y a aucune condition d'ancienneté qui est requise, mais le papa doit prendre ces 3 jours de naissance. Il ne lui est pas permis de travailler pendant la durée de ce congé. Et vous, en tant qu'employeur, vous devez lui accorder après la remise d'une copie de l'acte de naissance. Là encore, le salarié, finalement, le papa, il a beaucoup de choix. Puisque là, sur le congé de naissance, il peut choisir de le prendre soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable suivant le jour de la naissance. Tout à fait. Tout à fait. Donc maintenant, on va voir le cas de César. Donc son bébé est né le 26 juin 2025. Donc il est né, on est le 26 juin aujourd'hui. On est dans le futur, nous. Voilà. Il demande donc de bénéficier de ces 3 jours à compter du 26 juin. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un congé obligatoire et il est payé par l'employeur. Et c'est du temps de travail effectif. Donc, que ce soit pour les congés payés et toujours pour l'ancienneté. Et c'est un congé pour événement familial. Donc, il n'a vraiment pas de perte de salaire. C'est toujours... Il faut toujours mettre événement familial. Au moins, vous êtes sûr que tout est bon pour les différents compteurs et tout ça. Donc, ce congé est payé par l'employeur et César, comme c'est un super papa, il veut bénéficier de son congé paternité complet à la suite de son congé naissance. Parce que forcément, il y a au minimum 4 jours qui doivent être accolés au congé naissance. Qui proviennent du congé de paternité, du coup. Voilà, pour la première période. Donc, ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que dans tous les cas, votre salarié ne peut pas travailler pendant au moins 7 jours à la suite de la naissance. À la suite de la naissance. C'est interdiction de travailler. Donc, on vous rappelle, les 3 premiers jours sont payés par l'employeur et les 4 jours suivants et autres, s'il prend plus de jours, sont payés par la sécurité sociale et éventuellement l'employeur s'il y a un maintien de salaire qui est prévu par la convention collective. Voilà. Donc, ensuite, le congé paternité, il peut être pris dans un délai maximum de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant.
Il peut être en décalé, hein, comme on a Il peut dit, être décalé. c'est pas forcément tout à la suite de la naissance. Et il existe des cas de report que nous ne verrons pas ici. Oui, on est un peu pris par le temps. Et du coup, si on doit résumer, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, on a une durée totale de 25 jours calendaires pour une naissance unique. Là, pour le coup, on ne va pas distinguer le rang de naissance. Pour les papas, peu importe le nombre d'enfants qui composent déjà la fratrie, ce sera toujours 25 jours. Il faut rappeler quand même qu'il y a quelques années, on n'avait que 11 jours. Donc, on est en train, petit à petit, d'avancer, de progresser sur ce congé paternité et d'accueil de l'enfant. Tout à fait. Comme évoqué plusieurs fois par Anne-Marie, vous avez une première partie dans ce congé paternité de 4 jours obligatoires qui fait suite au congé de naissance. Et vous avez une seconde partie de 21 jours qui est fractionnable en 2 périodes, mais il faut que ces périodes elles soient d'une durée minimale de 5 jours. Surtout, faites attention parce que si votre salarié prend 4 jours, puis après, un mois après, il prend que 4 jours également, la Sécu ne paye pas. Voilà. Parce que c'est minimum 5 jours. Donc, il faut vraiment bien faire attention à ça. Et bien sûr, chose qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est des jours calendaires. Ouais. Donc, de bien prendre en compte tous les jours. Parce qu'il y a des loupés là-dessus. Hein. C'est pour ça que je me permets d'assister. Il faut vraiment que votre salarié prenne minimum 5 jours. Bon, l'idéal, il prend tout à la suite. Il prend tout d'un coup. Voilà, au moins on est tranquille. Il n'y a qu'une attestation de salaire à faire. Voilà, puisque du coup, t'anticipes sur ce que je voulais dire, mais c'est parfait. Non, c'est très bien. Puisque du coup, l'indemnisation de ce congé, c'est comme un arrêt de travail. Le salarié reçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale s'il en remplit les conditions. Et du coup, vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir établir une attestation de salaire que vous allez transmettre via la DSN. Voilà, donc il y aura forcément une attestation de salaire à chaque fraction du congé paternité. Hein. C'est pas une fois, c'est à chaque fois. Donc là, ici, on revient à notre petit César. Hein. Donc lui, César, c'est un super papa qui veut profiter de tous les premiers jours de son bébé. Il prend l'intégralité pour soutenir la maman. Donc il prend un congé de naissance. Donc on a dit du 26 juin au 28 juin, c'est 3 jours de naissance qui sont payés par l'employeur. Impeccable, super barré. Et ensuite, il prend son congé paternité du 29 juin au 23 juillet. Donc, ça fait 25 jours. 25 jours. Voilà, calendaire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit du travail ne prévoit pas de maintien de salaire. Il faut toujours regarder la convention collective. Et là, c'est comme le congé maternité, la convention collective du Syntec prévoit un maintien à 100% sans carence, hein, comme toujours. Comme les IGSS paternité, c'est également sans carence. Donc, c'est le même calcul que précédemment avec le net, le brut, le net, machin. Hein. Donc, je ne vais pas vous refaire le calcul. Hein, je ne vais pas non plus vous assommer de calcul. Donc, là, vous pouvez bien voir son bulletin. Donc, là, je vous ai montré le bulletin du mois de juin. Comme ça, vous voyez bien l'absence pour événement familial. Donc, c'est le congé de naissance payé par l'employeur. Donc, il y a bien l'absence de moins 14 heures, mais il n'y a pas de déduction à côté. Et ensuite, c'est l'absence pour paternité à partir du 29 juin et avec le maintien de salaire à 100%. Et là, pour que ça soit plus parlant, je vous montre le bulletin de paie du mois de juillet où on voit vraiment l'absence du 1er juillet au 23 juillet avec le maintien à 100% et les indemnités journalières brutes et toujours l'ajustement au net. Faites bien attention aussi, puisque votre salarié devenu parent va pouvoir bénéficier d'une protection dans les 10 semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Et donc là, la protection, elle va concerner la rupture de son contrat de travail qui ne pourra être rompu sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'arrivée d'un enfant. C'est comme la maman, un petit peu. Voilà. On protège les changements de situation. Je te propose de faire juste une petite pause pour répondre à des questions parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. Alors, on a une question d'Angélique. Quand
quand un papa doit-il prendre ses jours de naissance et son congé paternité s'il est en congé payé ou en arrêt au moment de la naissance? Alors, je sais qu'au moment du congé payé, le congé de naissance, il est reporté. C'est le seul cas où il est reporté après les congés payés. Sur l'arrêt de travail, j'ai un doute. Il est en arrêt de travail au moment de la naissance de son enfant. S'il est en arrêt de travail, c'est... Est-ce que on remplace par le congé de naissance? Je sais qu'il y a quelque chose avec la CPM. Oui. Parce qu'on a eu le cas une fois et Ouais. je ne sais plus si la CPM place automatiquement le collaborateur en congé de naissance qui est plus avantageux qu'un arrêt de travail. Ouais, il me semble, hein, mais j'ai un doute. c'est pareil, j'ai un trou de mémoire là. On pourra répondre. Oui, à la limite, on répondra peut-être à cette question sur les réseaux sociaux. Oui, on fera ça. On fera ça, Angélique. La CCN Syntec, maintien de salaire 90 jours max sur 12 mois glissants. Si la salariée a déjà bénéficié du maintien de salaire de 70 jours sans lien avec son état de grossesse, par exemple, est-ce que le maintien est limité à 20 jours? Alors, si vous parlez de son arrêt maternité... C'est une question de Séverine, pardon. Oh, bonjour Séverine. Donc, si vous parlez de son maintien de salaire pour la maternité, c'est un autre motif d'arrêt de travail. Donc, en fait, la maternité, c'est vraiment à part. Les 70 jours ne sont pas décomptés dedans. Son arrêt maladie, c'est bien 70 jours et après, elle peut encore prendre 20 jours, comme pour... par exemple, arrêt de travail classique, en fait. Justement, c'est une super transition, Séverine, c'est pour le congé postnatal. Impeccable. Parce que justement, le congé postnatal, ce qu'on verra ensuite, c'est que c'est considéré comme de la maladie. Donc là, en fait, elle pourra bénéficier de 20 jours de maintien de salaire. Mais pendant son congé prénatal et son congé maternité, elle bénéficie bien de ses 100% de salaire pendant toute la durée des congés. On distingue bien les deux congés. Tout à fait. Alors, bonjour, comment communiquer... Alors, c'est une question de Claire, pardon. Bonjour, comment communiquer les dates de naissance et congés paternité à la CPM? Nous avons un tableau communiqué par une CPM, mais les congés naissance sont décomptés en calendaire et non en ouvrable. Et comment fait-on quand la CCN accorde 3 jours ouvrables? Exemple, date de naissance le vendredi 4 avril, la CPM va décompter à partir du samedi pour les 3 jours de naissance. Alors, j'ai pas de calendrier sous les yeux. Mais... J'en ai un. Vas-y. Alors qu'avec la CCN, le début du congé de naissance va commencer le lundi 7, ce qui va également décaler les 4 jours du congé paternité. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais on va y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est que effectivement, la CPM donnait un tableau pour bien calculer les jours, hein, d'ailleurs, qui était très bien fait. Donc, effectivement, avant, il fallait toujours l'envoyer en faisant l'attestation de salaire via la DSN. Maintenant, c'est plus obligatoire. Donc, ça, ce tableau-là, un conseil, gardez-le. Moi, à chaque fois que j'ai un congé paternité, je l'utilise pour être sûr de bien calculer les bonnes dates, parce qu'il est super bien fait, le tableau. Ensuite, dans votre cas, si votre convention collective prévoit plus de jours de naissance, dans votre attestation de salaire, le dernier jour travaillé, vous mettez la veille du congé paternité. Vous ne prenez pas en compte les jours de naissance. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, j'ai compris. Tu as compris, impeccable. Parce que là, les dates, on les a ou pas? Alors, la date, c'est vendredi 4 avril. Et du coup, ça décale à partir du samedi. Va décompter à partir du samedi pour les 3 jours de naissance. Parce que la convention, elle ne prévoit pas plus? Elle prévoit en ouvrable. En ouvrable, donc vendredi, samedi et lundi. Oui, mais Claire nous dit qu'avec la CCN, le début du congé de naissance va commencer le 7, le lundi 7. D'accord, donc 7, 8, 9. Donc, à ce moment-là, vous mettez dernier jour travaillé le 9 pour l'attestation paternité. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question, Claire. Bonjour. Alors, c'est une question de Maria. Bonjour, le papa a le droit de poser les 21 jours fractionnables jusqu'à quand? 6 mois après la naissance. Il y a une limite, je suppose. Oui, c'est ça, c'est 6 mois. C'est exactement ça. Voilà.
On a 6 mois. Après, on a des cas de report, mais on n'a pas vraiment le temps de les voir ici. Mais oui, le congé paternité peut être pris dans la limite des 6 mois qui suivent la naissance. Tout à fait. On va continuer. Hop. Avec justement la transition de Séverine. La transition de Séverine, exactement. Le congé post-natal. Alors, qu'est-ce qui se passe, Anne-Marie? Alors, Léana, elle est un peu fatiguée de sa grossesse, de l'accouchement. Donc, du coup, elle a besoin d'un peu de temps pour se remettre de tout ça. Donc, elle va bénéficier d'un congé post-natal. Donc, le congé de maternité peut être augmenté, comme nous l'a dit tout à l'heure Marie, de 4 semaines. Ce congé est indemnisé et suit le congé maternité légal. Il n'y a pas d'interruption entre les deux congés. C'est vraiment à la suite. C'est pas comme le congé prénatal où on peut faire avant. Mais là, c'est vraiment à la suite. C'est pour en continuité. Donc, en fait, si la convention collective prévoit quelque chose, il faut toujours regarder parce que les mêmes droits sont maintenus. Donc, comment ça se passe? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La différence entre le congé prénatal et le congé postnatal, c'est qu'au niveau de la sécurité sociale et donc au niveau de l'employeur, c'est considéré comme de la maladie et plus de la maternité. Donc là, c'est du coup, le calcul des IGSS n'est plus la même chose et il faut calculer comme si c'était un arrêt maladie, parce que la sécurité sociale va indemniser sans carence, mais comme un arrêt maladie, et du coup, l'employeur va faire un maintien de salaire si la convention collective le prévoit. Donc, dans le cas de Séverine, la salariée, si elle prend un congé postnatal, elle aura le droit encore à 20 jours de maintien de salaire via son employeur. Ok. Alors, du coup, on va continuer et là, on va se pencher sur le cas de l'absence pour enfant malade. Petit coucou à Virginie. Et le congé pour l'annonce d'un handicap ou d'une pathologie chez l'enfant. On va continuer notre petite histoire. Et en fait, quelques mois après avoir repris le travail, les mésaventures, elles vont reprendre, malheureusement, pour Eleana et César, puisque leur bébé va tomber malade à plusieurs reprises. Et Eleana va demander à bénéficier de jours de congé. Notez que le Code du travail accorde des jours d'absence pour enfants malades et c'est pas sans limite. Hein. Non. On a droit à 3 jours par an et par enfant de moins de 16 ans et ça après présentation d'un certificat médical. Ces jours ne sont pas rémunérés selon le Code du travail. Néanmoins, vérifiez bien votre convention collective parce qu'on a des conventions collectives qui peuvent prévoir, moi j'ai déjà vu une convention collective qui prévoyait 5 jours rémunérés pour une absence enfant malade. Donc, pensez à vérifier votre convention collective applicable et vérifiez-la pour être à jour sur les règles. Nous, si on se tourne vers la convention collective de César et Eleana, on se rend compte qu'elle prévoit une autorisation d'absence non rémunérée de 3 jours pour la maladie d'un enfant et que cette durée d'absence, elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'1 an. Du coup, au cas présent, nous, c'est encore un petit bébé. Eleana aura donc droit à 5 jours au titre de l'absence enfant malade. Par contre, c'est toujours pas rémunéré. Oui. C'est une absence autorisée, justifiée, mais non rémunérée. Voilà. Et donc, en paye, on le voit. On vous l'a mis. On a considéré que Eleana était absente le 3 et le 4 novembre 2025. Donc, forcément, elle a fourni à son employeur un certificat disant que la maman devait rester auprès de son enfant, de son médecin, et pour pouvoir justifier justement cette absence et pouvoir la mettre sur le bulletin de paie. Malheureusement, après plusieurs examens, il est annoncé aux jeunes parents la maladie grave de leur enfant.
Et donc là, on va pouvoir, les parents vont pouvoir bénéficier d'une nouvelle autorisation d'absence et un congé spécifique, puisque le Code du travail prévoit qu'en cas d'annonce d'un handicap ou d'une pathologie de l'enfant, tout salarié a droit à un congé de 5 jours ouvrables. Faites bien attention, ce congé, il est ouvert sans condition d'ancienneté et il est rémunéré par l'employeur. Petite info, on a une proposition de loi qui prévoit d'augmenter ce congé à 15 jours ouvrés. L'Assemblée nationale a déjà adopté le texte fin 2014 et là, 2024, pardon. Donc fin 2024, l'Assemblée nationale a adopté le texte et il est aujourd'hui entre les mains de la Commission des affaires sociales. Comme toujours, vérifiez bien votre convention collective, puisqu'elle peut prévoir également des durées plus longues. Dans le cas d'Eleana, on vous l'a mis sur la diapo, le congé prévu, c'est uniquement 2 jours. Et donc là, on se retrouve dans une situation où le Code du travail est plus favorable que la convention collective. Donc du coup, on vous a mis le bulletin de paie ici du mois de novembre de Eleana. Donc c'est comme souvent, une absence pour événement familial. Comme ça, vous êtes sûr de respecter le droit à congé payé, l'ancienneté. Vous êtes dans les clous, en sachant que là, on vous a mis Eleana, mais c'est exactement la même chose pour César. Il bénéficie exactement des mêmes droits. Et puis, forcément, comme on l'a dit précédemment, c'est une absence qui n'entraîne aucune perte de rémunération, mais il faut bien l'indiquer sur le bulletin de paie. On va passer à des moments un petit peu plus compliqués, voilà. Puisque du coup, suite à cette annonce, il y a un traitement qui est mis en place par les médecins et la mise en place de ce traitement nécessite la présence des parents. Et il est donc question pour l'un des 2 parents de prendre un congé de présence parentale. Ce congé de présence parentale, il est ouvert à tout salarié sans condition d'ancienneté et dont l'enfant qui est âgé de moins de 16 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident présentant une particulière gravité et qui rend nécessaire la présence du parent près de lui et des soins contraignants. Comment ça va se passer en paye ? Donc, en fait, le salarié remet à son employeur un certificat médical qui justifie sa présence auprès de son enfant. Sa demande doit être faite par écrit au moins 15 jours avant le début du congé. Alors, pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu parce que là, ce n'est plus l'employeur qui va verser la rémunération, mais c'est… alors là, on change, c'est plus la CPM, mais c'est la CAF. Effectivement, le salarié va bénéficier d'une allocation journalière de présence parentale qui est versée par la CAF ou la MSA. Et ce montant, il est fixé à l'heure d'aujourd'hui de 65,80 € par jour ou de 32,90 € par demi-journée. Il faut savoir que ce congé a une durée dans le temps. Il est de 310 jours ouvrés maximum, consécutifs ou non, sur une durée de 3 ans. Donc, en fait, le salarié se met en accord avec son employeur pour le fractionner ou le prendre en temps partiel ou le prendre d'un bloc. Ils s'arrangent ensemble. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va vous montrer le bulletin. Donc là, on prend toujours le cas d'Eleana, mais en sachant que ça peut être aussi César qui a bénéficié de ce congé. Hein. Là, c'est l'un ou l'autre des 2 parents. Donc là, on le voit bien sur le bulletin, c'est une absence du 10 au 30 novembre et c'est bien déduit. Il n'y a pas de maintien de salaire de l'employeur parce que ça va être payé par la CAF. Donc là, c'est un peu là où l'ambiance, elle devient un peu… Oui, on ne va pas passer par… Oui, là, ça devient un peu triste parce que malheureusement pour nous, l'enfant décède. Sa santé se dégrade et il vient à décéder. Donc, comment ça se passe? Alors, dans ces circonstances, le Code du travail prévoit un arrêt un congé, de 12 jours ouvrables pour un enfant, pour le décès d'un enfant, et de 14 jours s'il a moins de 25 ans. Voilà.
Donc, c'est toujours la même chose. C'est un congé rémunéré par l'employeur. C'est un événement familial. La salariée bénéficie de son ancienneté, de ses congés payés. Ça fait partie des absences pour événements familial qu'on retrouve à la fois dans le Code du travail et dans les conventions collectives. Donc, encore une fois, vérifiez votre convention collective. Oui, c'est toujours. Le nombre de jours, il a changé il n'y a pas si longtemps, en fait. Hein. Et c'est toujours payé par l'employeur. Oui. Donc. Et à côté de ce congé d'événement familial, vous retrouvez du coup le congé de deuil qui est un autre congé également. Voilà. Donc, en fait, effectivement, les parents peuvent bénéficier de 2 congés différents. Le congé pour l'annonce du décès et le congé pour deuil. Donc, le décès, on l'a dit précédemment, c'est bien payé par l'employeur. Le congé deuil, par contre, c'est un congé d'une durée de 8 jours calendaires. Alors, pourquoi calendaire? Parce qu'en fait, c'est la sécurité sociale qui va prendre en charge ce congé. Et la sécurité sociale, c'est toujours en jours calendaires. Donc, ce congé, il va être assimilé comme un arrêt de travail et la rémunération peut être maintenue par l'employeur si il répond aux conditions et si, par exemple, si la convention prévoit un maintien de salaire. Dans ce cas-là, c'est exactement la même chose que pour la maternité ou la paternité, il n'y a pas de carence. Par contre, le calcul, c'est comme un arrêt maladie. Comme toujours, vérifiez ce que prévoit votre convention collective. Ici, nous, notre convention collective est moins favorable parce qu'elle prévoit que 5 jours ou 7 jours. Donc, on va prendre le droit du travail. Voilà. Si vous voyez bien sur la slide, on a mis 2 couleurs différentes du coup pour le congé événement familial, donc celui qu'on appelle pour assister aux obsèques, et le congé de deuil qui est particulier. Dans tous les cas, du coup, pour bénéficier du congé de deuil, le salarié vous informe et vous devez établir une attestation de salaire que vous allez transmettre soit en DSN, et à ce moment-là, vous allez devoir sélectionner en signalement le signalement deuil de l'enfant. Mm-hmm. Vous pouvez également le signaler par ce qu'ils ont appelé papier libre. Mm-hmm. Et du coup, vous le transmettez soit par voie postale, soit via votre compte Net Entreprise. C'est ensuite l'assurance maladie qui va déterminer si le collaborateur remplit les conditions pour bénéficier du congé de deuil. Oui, effectivement, c'est important de ne pas mettre arrêt maladie sur le bulletin de paye ni sur la DSN et de mettre deuil de l'enfant pour que la sécurité sociale n'implique pas de carence. Okay. Dans tous les cas, on a aussi une protection pour le collaborateur qui fait face au décès de son enfant de moins de 25 ans, puisqu'on a une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines qui suivent le décès. Donc la protection, c'est toujours pareil, hein, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant, il est impossible pour l'employeur de rompre le contrat de travail de son collaborateur. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, à l'écran, on vous montre le bulletin de paie du mois de décembre où on voit justement le congé pour événement familial qui est pour le congé de deuil. Hein. Non, le congé pour l'annonce du décès, pardon, excusez-moi. Mais bon, c'est un petit peu triste. Donc, l'ambiance est un peu redescendue. Oui, du coup, bon. J'espère ne pas faire ça, ne pas avoir ça à subir tout ça. Donc, bon, voilà. Donc, on voit bien le congé pour événement familial et ensuite, on voit bien le congé deuil où il y a un maintien toujours ici par la convention collective à 100%. Donc, voilà, je pense qu'on va passer à la suite. On va passer à la suite. C'est un peu plus joyeux. On va passer du coup au congé d'adoption, puisque voilà, après s'être remis de cette difficile épreuve, Eliana et César veulent toujours devenir parents. Et donc, du coup, ils vont décider de se tourner vers l'adoption et ils vont se voir confier un enfant en vue de son adoption et ils vont décider de prendre un congé.
encore une fois, on a de la chance puisque le Code du travail a prévu un congé spécifique pour cet événement familial. Et encore une fois, la durée de ce congé est variable en fonction de la composition de la fratrie et du nombre d'adoptés, si je peux parler comme ça. Donc, vous voyez, on vous a remis sur la diapo la durée du congé. Et donc, en cas d'adoption simple, si la famille a au plus un enfant à charge, le congé est de 16 semaines. Si la famille a au moins 2 enfants à charge, il est porté à 18 semaines. Si l'adoption est multiple, parce que ça peut arriver que du coup, ce soit toute une fratrie qui soit adoptée, le congé, lui, il est de 22 semaines, peu importe la composition de la fratrie avant. Si vous avez 2 parents salariés, ils peuvent décider de se répartir la durée du congé et dans ces cas-là, le Code du travail prévoit de l'augmenter. Et donc, comment ça va se passer? On va ajouter 25 jours en cas d'adoption simple et 32 jours en cas d'adoption multiple. Et dans cette hypothèse de répartition entre les 2 parents, vous, en tant qu'employeur, vous devez veiller à ce que la répartition du congé augmenté ne conduise pas un parent à avoir un congé supérieur à la durée qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu la répartition. Du coup, même si la durée du congé est majorée, vous devez faire attention à ce qu'il y ait quand même un maximum de 16 semaines qui soient pris par l'un ou l'autre des parents. Voilà. Donc, s'agissant du congé d'adoption, il peut être pris au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminer au plus tard dans les 8 mois qui suivent cette date. Donc, un fractionnement du congé est possible en 2 périodes d'une durée minimale de 25 jours. Donc, ce congé, c'est comme le congé maternité, il est assuré par la CPM qui verse des indemnités journalières. Légalement, aucun maintien n'est prévu par l'employeur, mais votre convention collective peut en prévoir un. C'est comme ici dans la convention collective du bureau Syntec, du bureau d'études techniques, pardon. J'ai fait un mix des deux. De plus, le salarié en congé d'adoption, il doit bénéficier forcément de tous les avantages liés au congé maternité. Si la convention prévoit un maintien de salaire, forcément, la personne aura la même chose. Donc là, on vous a montré justement à l'écran le congé d'adoption, en sachant que c'est exactement la même protection que pour le congé maternité. Pendant ce temps-là, vous bénéficiez des congés payés, vous avez toujours votre ancienneté, c'est toujours le même principe. Donc, on ne va pas vous refaire le calcul, mais c'est toujours maintien à 100%, avec déduction des IJSS maternité cette fois-ci, bien faire attention, avec toujours l'ajustement au net. On va enchaîner maintenant avec le congé des jeunes parents, en sachant que Eleana et César ne sont pas concernés, mais on voulait faire un petit point là-dessus. Voilà. En plus, ça va arriver prochainement. Oui. Vous allez devoir les calculer. On a dans le Code du travail un article qui prévoit l'octroi de jours supplémentaires pour certains collaborateurs ayant des enfants à charge et entrés en cours de période de référence. À noter qu'il est accordé autant aux femmes qu'aux hommes. Et on a des règles qui vont différer en fonction de plusieurs paramètres. On vous a remis un tableau pour vous réexpliquer tout ça. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est l'âge de votre collaborateur. Faites bien attention parce que parfois, on peut se tromper. Votre calcul, vous allez le faire. Si là, on se place en 2025, vous allez le faire au 30 avril 2024. Pour l'âge, pour déterminer l'âge. Oui, mais on se place au 30 avril 2025 pour faire le calcul. Et on va regarder au 31 mai, pardon. On se place au 31 mai 2025 pour calculer et on va regarder l'âge du collaborateur qu'il avait au 30 avril 2024. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Et donc là, vous faites ce retour en arrière pour vérifier l'âge et en fonction de l'âge de votre collaborateur, vous allez vous placer dans le tableau. On ne va pas se mentir, très souvent aujourd'hui, on se place dans la deuxième partie du tableau avec des salariés âgés d'au moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente. Et donc, pour ces salariés qui entrent
au cours de la période de référence et qui, du coup, n'ont pas acquis la totalité de leurs jours de congé, le Code du travail prévoit l'octroi de jours en plus. Tout à fait. Voilà. Et donc, un salarié qui est entré au cours de la période de référence, qui a plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, va pouvoir bénéficier de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 30 jours ouvrables. Vous ne pouvez pas avoir un salarié qui va avoir un compteur plus important que 30 jours. Voilà, c'est pas parce qu'il a plein d'enfants qu'il va avoir plus de jours de Voilà. congé, même si c'est pas bête comme idée. Voilà. Et voilà, donc bien faire attention à accorder ces congés payés, c'est aussi pour ça que il est important d'avoir les informations concernant les enfants à charge. Si vous vous posez la question de savoir ce qu'est un enfant à charge, c'est un enfant qui vit dans le foyer, qui est âgé d'au moins 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Sauf s'il est en situation de handicap, là on n'a pas forcément besoin de conditions d'âge, mais voilà, il faut qu'il soit âgé de moins de 15 ans. Au-delà de 15 ans, du coup, les enfants ne sont plus pris en compte. Et la petite particularité, c'est que on n'a pas forcément de lien de parenté apparemment qui soit nécessaire, puisqu'on parle d'enfants à charge. Donc vivant dans le foyer, quoi. Voilà. Donc là, depuis tout à l'heure, Marie et moi, on parle beaucoup. Donc là, du coup, on va vous faire deux petits sondages pour vous faire travailler un petit peu. Donc, pour ceux qui sont toujours là, merci et bravo. Il nous reste 4 minutes et on est dans les temps. Magnifique. Ouais. Oh, si, c'est bien. C'est bien. Donc, du coup, on va vous poser deux petites questions. Je vais commencer par la première. Une collaboratrice est arrivée en octobre 2024 chez vous. Elle a 25 ans au 30 avril 2024. Et imaginons qu'elle ait 2 enfants de 4 ans et 8 ans. Son compteur de congé au 31 mai est de 20 jours ouvrables. De combien de jours de congés supplémentaires peut-elle bénéficier? Alors, on vous a mis 3 propositions. A, 4 jours. B, 2 jours. C, 1 jour. À vous de jouer. On attend un peu parce que vous êtes encore beaucoup à participer, à bien répondre dans le sondage. Encore merci. Oui. On attend encore 10 petites secondes. Bon, ça bouge pas beaucoup. C'est toujours dans les mêmes choix. Allez, on va pouvoir... Alors, on va peut-être pas le clôturer tout de suite parce qu'une fois qu'il est clôturé, nous, on ne voit plus les réponses. Donc, du coup, vas-y Anne-Marie. Donc, il y a 4% qui dit 1 jour, 21% qui dit 2 jours et 75% qui dit 4 jours. Effectivement, la bonne réponse, c'est 4 jours. Donc, pourquoi elle a acquis 20 jours ouvrables, notre collaboratrice, et elle a 2 enfants de moins de 15 ans à charge, donc forcément. Donc, du coup, c'est 2 x 2, 4. Donc, la bonne réponse, c'est bien 4 jours. Merci à vous. Et Marie, elle va faire la petite dernière. Avec le deuxième. Du coup, on a un collaborateur qui est arrivé en août 2024 chez RH Unit et il a 23 ans au 30 avril 2024. On va imaginer qu'il a 3 enfants avec un enfant de 5 ans, de 3 ans et de 1 an. Son compteur de congé au 31 mai 2025 est de 25 jours. De combien de jours supplémentaires va-t-il bénéficier? Et donc là, vous avez beaucoup plus de choix puisque vous avez 6, 5, 4 ou 3 jours. On vous laisse répondre dans le sondage.
Allez, on vous laisse encore un tout petit peu de temps. Ouais, j'ai l'impression que ça bougera. Ah. Chaque fois que je me dis ça va plus bouger, ça bouge. Je crois que là, ça va plus bouger. Ok. Vous avez été 6% à répondre 6 jours, 4% à répondre 4 et 3 jours, et vous avez été en majorité à 87% à donner la bonne réponse. C'est 5 jours parce que du coup, on est plafonné à 30 jours ouvrables et que notre collaborateur avait déjà 25 jours. Donc, dans tous les cas, peu importe le nombre de jours et d'enfants, on aura ce plafond de 30 jours ouvrables. Donc, effectivement, ils pouvaient bénéficier de 6 jours, mais c'est bien plafonné à 5 jours pour atteindre les 30 jours. Voilà. Très rapidement, on déborde sur l'après-maternité, accouchement et tout ça pour vous rappeler que si vous avez des salariés qui sont en congé maternité, qui viennent d'accoucher, qui viennent de reprendre le travail, n'oubliez pas d'organiser l'entretien de reprise avec votre salarié au cours duquel vous abordez ses perspectives d'évolution professionnelle. Et surtout, n'oubliez pas la visite médicale de reprise de votre collaboratrice. On va redonner la parole à Florine. Pour les dernières questions, je pense qu'on préparera un document qu'on mettra à disposition sur les réseaux sociaux que vous pourrez ou qu'on vous enverra. Parce que les questions ont été nombreuses. Je vois qu'il y en a encore quelques-unes. Oui, il y en a encore. On peut en prendre une dernière. Marine, si l'enfant est décédé durant la naissance, le salarié peut-il cumuler le congé paternité et le congé de deuil? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Il va prendre d'abord son congé paternité et ensuite il va prendre le congé de deuil. Il aura droit aux deux. Oui, tout à fait. Et le congé de deuil, alors c'est une question de Anne, le congé de deuil n'est pas forcément lié à un handicap ou une maladie, il peut être en cas d'accident. Oui, c'est en Bien cas sûr. de... Oui, là, alors dans le fil de l'histoire, c'était pour vous raconter une histoire. Mais oui, mais dans tous les cas, le congé de deuil, il est de droit dès lors que le salarié est confronté à un deuil. Tout à fait. Voilà. Du coup, on te redonne la parole, Florine. Alors, vous verrez dans le support, on vous a mis des tableaux récapitulatifs qui là, voilà, je vous les passe assez rapidement sur la visio. Mais du coup, je te redonne la parole, Florine. Merci à tous de nous avoir suivis, écoutés, d'avoir participé au sondage. Oui, merci beaucoup. C'est pour mon premier webinaire. Je suis super contente de l'avoir fait avec toi, Marie. J'ai un petit peu cafouillé, mais bon, j'espère qu'on a été clair pour vous et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Merci. On te rend la parole, Florine. Ça marche. Merci beaucoup, Marie-Anne-Marie. On espère que ces webinaires, il vous a bien éclairé sur le sujet. On a essayé de voir un maximum de cas. Donc, évidemment, comme évoqué dans le chat, il n'était pas possible de tout faire. Mais si vous souhaitez être à la pointe des actualités paye et RH et continuer à apprendre sur des thématiques, je vous ai mis le lien dans le chat pour vous abonner à notre newsletter rédigée par Marie, qui est totalement gratuite. Et comme évoqué en introduction, pensez à noter notre webinaire, ça nous aide à vous proposer toujours le meilleur pour nos webinaires. Donc, merci à tous pour votre écoute et on se dit à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous et bon appétit. Oui, merci, à bientôt, bon appétit.